Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18 h vendredi 13 novembre. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. C'est désormais au tour de la Savoie d'affréter un avion médicalisé pour le transfert des malades. 2 patients du centre hospitalier Métropole Savoie ont quitté cet après-midi Chambéry pour rejoindre le centre Val-de-Loire. Nous avons suivi cette opération. L'hôtel de ville d'Annecy poursuit sa déconstruction. Il y a tout juste un an, un terrible incendie avait ravagé l'édifice. Une visite de chantier était organisée ce matin. Nous y étions, reportage complet dans ce journal. Après la Haute-Savoie, aujourd'hui c'est la Savoie qui fait appel à la solidarité des régions. 2 patients du centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry ont été transférés cet après-midi en avion médicalisé. Il s'agit déjà des 16e et 17e patients qui ont fait l'objet déjà d'un transfert. Ils quittent le département pour rejoindre le service réanimation du CHU de Tours et une clinique privée en région Centre Val-de-Loire. Aude Frappin a suivi cette opération délicate. Ces évacuations permettent, comme l'indiquait le docteur Usiglio, de se redonner des marges à l'hôpital de Chambéry, dans les hôpitaux de la Savoie, pour pouvoir accueillir de nouveaux patients, patients Covid ou non Covid en réa. Le taux d'incidence qui mesure la circulation du virus est en effet encore très élevé en Savoie, autour de 1000 cas positifs pour 100 000 habitants. Avec aussi des personnes âgées qui sont les plus de 65 ans qui sont beaucoup touchées par le virus. Oui. Sur la première vague, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait été moins impactée que la région Hauts-de-France, que la région Grand Est ou la région Île-de-France. Aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes est très impactée. Il y a un travail qui est fait entre les différentes ARS et le ministère pour identifier les régions qui sont moins touchées aujourd'hui par la circulation du virus et par l'occupation des réas, pour que les régions où le virus est très présent et où les réas sont bien occupées puissent envoyer des patients vers ces régions moins sollicitées. Les décisions se prennent souvent la veille pour le lendemain, d'accord, en fonction de l'accès qu'on peut avoir à la ressource de transport. Et souvent les décisions sont validées la veille pour le lendemain. Et on a un travail, nous, en permanence autour de la réflexion sur quels sont les patients en réanimation éligibles à un transfert. Et je parle de patients Covid, bien sûr, puisqu'on parle forcément de patients qui sont ventilés, qui respirent avec une machine endormie, curarisée, donc qui est une tolérance au transport avec des machines de transport qui soient acceptables. Cela a trait aussi au fait qu'ils soient monodéfaillants respiratoires. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs défaillances d'organes, sinon ils seront beaucoup trop fragiles. Ça a trait également, vous avez pu constater que la porte et les moyens d'accès à l'avion étaient relativement étroits, donc la corpulence du patient peut poser des problèmes d'un point de vue purement technique. Et puis bien sûr, pas de transfert sans l'accord explicite de l'entourage familial. Actuellement, il y a 46 patients en réanimation, c'est 5 de plus au cours des dernières 24 heures sur une capacité initiale de 18 lits. Ça représente 3 fois la capacité d'accueil habituelle de ce service. Ensuite, Jean Castex l'a annoncé ce jeudi soir, le confinement se poursuit. Le Premier ministre a confirmé lors d'une conférence de presse que le confinement reste inchangé au moins pour 15 jours. Il ne sera levé que progressivement en décembre au mieux. Les commerces non essentiels restent donc fermés pour le moment, ce qui provoque la colère de nombreux professionnels dont la pérennité de l'activité est aujourd'hui remise en cause. Ce vendredi, Emmanuel Jo est allé prendre le pouls des commerçants à Albertville. Reportage. Un confinement qui se poursuit, pas de réouverture pour les petits commerces, en tout cas pas avant le 1er décembre. Les propos du Premier ministre étaient attendus ce jeudi soir par de nombreux professionnels. Mais si ces derniers étaient nombreux devant leur télévision, rares étaient ceux qui s'attendaient à pouvoir réouvrir leur boutique dans le contexte actuel. Alors j'étais devant ma télévision à 18 h, j'avais très peu d'espoir, surtout vu la situation sanitaire en Savoie. Je pense qu'il faut qu'on en soit conscient. Pour nous, c'est dur, parce qu'économiquement, c'est dur. Mais sincèrement, pour moi, la priorité, c'est quand même le bien-être et la santé de chacun. Donc pour moi, hier soir, j'avais vraiment très peu d'espoir qu'on réouvre lundi. Ceci dit, j'espère qu'on va réouvrir le 1er décembre, parce que là, ça se joue économiquement. Et si on ne réouvre pas, il faut bien être conscient qu'on va
réellement être dans le dur économiquement. En effet, si la plupart des commerçants comprennent bien la nécessité de limiter la propagation de la maladie, tous trépignent aujourd'hui dans l'optique de pouvoir retrouver un semblant de normalité ou en tout cas de pouvoir limiter le déficit budgétaire. En librairie, c'est la grosse période. Donc oui, si les gens ne peuvent pas rentrer dans le magasin, ça va être compliqué. Faire que de la vente en ligne, que de la vente vienne au site web, c'est pas possible. Pour l'instant, pour être très honnête, on a une activité où j'étais obligé de maintenir les salariés ici puisqu'on a beaucoup de travail pour un chiffre d'affaires qui est divisé par 5 ou 6 par jour. Donc on regarde le N-1. Bon, on est commerçant, on continue, mais je ne sais pas si on tiendra longtemps comme ça. Et malgré l'optique de la réouverture d'ici début décembre, d'autres corps de métier se sentent eux totalement démunis face à les situations. C'est notamment le cas des restaurateurs qui craignent chaque jour davantage de ne pas pouvoir se relever. En tant que restaurateur, j'étais devant ma télévision et pour moi, sans aucune surprise, je sais très bien que les bars, brasseries, restaurants ne réouvriront pas cette année. Okay, on est dans une crise sanitaire. Donc il est tout à fait normal que la santé passe d'abord. On va tout simplement essayer de se battre, faire les 2-3 plats à emporter qu'on peut faire, mais en même temps, il ne faut pas rêver. Moi, dans environ une semaine, 15 jours, si on n'arrive pas à faire plus d'emporter que ça, je fermerai. Okay, parce que tout simplement, ça ne sert à rien de passer 10 heures dans un établissement pour voir 4 personnes dans la journée. Ce n'est pas rentable. Et je fermerai, et sans savoir si je réouvrirai. Au lendemain du discours du Premier ministre, l'inquiétude reste donc réelle pour de nombreux professionnels. Les attentes et les questions de chacun restent donc intactes jusqu'à la prochaine prise de parole gouvernementale qui, on l'espère, rassurera les commerçants. Nous prenons désormais la direction d'Alby-sur-Chéran, en Haute-Savoie, pour un nouvel épisode de confinement chez vous. Dans cette commune rurale, les habitants se montrent solidaires autour d'un petit commerce local, une épicerie qui fait aussi office de salon de thé en plein cœur du bourg médiéval. Vous allez le voir, le confinement est bien mieux vécu par la population. Un reportage de Sébastien Germain. Alby-sur-Chéran, sa rivière, ses vaches, son église, ses commerces non essentiels fermés, confinement oblige, mais surtout son bourg médiéval. Ici, c'est presque un village dans le village et ce nouveau confinement ne semble pas avoir de prise sur le moral des habitants. Je le trouve comme le premier, entre guillemets, parce que les petits commerces de proximité comme le Petit Galet restent ouverts. Donc ça, c'est très pratique pour nous. Et moi, je peux continuer mon activité professionnelle, donc c'est un petit peu mieux. Ça se passe plutôt pas mal, hein. Le deuxième confinement, on est bien équipé en télétravail maintenant, on a un peu l'habitude. Et puis ça a l'air de pas mal se passer. Après, c'est pour les petits commerces et tout ça, c'est compliqué. On essaye de faire marcher quand même les gens qui se bougent un petit peu, comme Philippe au Petit Galet. Philippe, c'est Philippe Corumel, le gérant de l'épicerie au Petit Galet, véritable âme et point traditionnel de ralliement de la population du bourg médiéval. D'ordinaire, son établissement fait également office de salon de thé. Il a donc choisi de se réinventer quelque peu pour continuer de faire vivre le village. Alors on a développé des petites actions, hein. On a renforcé notre petite boîte à lire qui permet aussi aux gens d'échanger des bouquins, voilà, et puis des petits trucs à emporter, on fait des choses à l'extérieur un petit peu à emporter, comme ça au moins les gens ils se côtoient, ils se voient, puis voilà, on est assez proches les uns des autres, donc c'est sympa. Puis bon, il y a 2 restaurants pareils qui font de l'emporter aussi à côté de chez nous, donc voilà, ça crée un peu de l'animation quand même malgré tout, mais bon, pas comme d'habitude, ça c'est évident. Hein, Même si on le voit, ce deuxième confinement est plutôt bien vécu par les habitants d'Alby-sur-Chéran. La réalité de la Covid-19, elle, n'est jamais très loin. J'ai une impression par rapport au premier confinement que les personnes sont beaucoup plus c'est-à-dire exigeantes et veulent des réponses très rapides à certains sujets, sur certains sujets, à certains questionnements. Il y a des inquiétudes par rapport à la durée, par rapport à certains commerces, par rapport aux fêtes de Noël. En attendant des jours meilleurs, comme dans beaucoup de communes en France, Alby-sur-Chéran prend son mal en patience et espère bien pouvoir accueillir sa traditionnelle foire Saint-Martin le 11 novembre 2021. Crise sanitaire oblige, la ville d'Annemasse est contrainte d'annuler son traditionnel festival Bonjour l'hiver et son marché de Noël qui devait avoir lieu pendant les fêtes. Les représentations artistiques, les jeux ainsi que la patinoire ne seront pas installés. Toutefois, la ville invite ses habitants à illuminer et décorer tous ses quartiers, balcons, terrasses, fenêtres et devantures de maisons.
Un concours sera même organisé pour les plus créatifs d'entre vous. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 12 décembre. Les décorations devront être installées pour la période des fêtes du 17 au 31 décembre. Il y aura 3 lauréats avec un joli cadeau à la clé. Ensuite, pour faire face à cette période de confinement, la ville d'Annecy vient de rendre à nouveau gratuit le stationnement en surface, comme elle l'avait fait au printemps dernier pendant la première phase du confinement. Toutefois, elle ne mentionne pas si les abonnés aux parkings municipaux auront une ristourne sur leur facture de novembre, comme c'était le cas au printemps. On reste à Annecy avec un projet d'envergure qui s'annonce. Rappelez-vous, il y a un an, le 14 novembre 2019, un incendie ravageait l'hôtel de ville d'Annecy. Aucune victime, bien heureusement, mais des dégâts immenses. Depuis, le bâtiment a été sécurisé, déblayé et recouvert d'une immense structure afin de le protéger. Ce matin, la mairie a organisé une visite pour faire le point sur ce chantier qui a déjà coûté 6 millions d'euros. Fanette de Buisson y était. On se trouve dans la salle du conseil municipal, donc au premier étage du bâtiment. Et les opérations de curage vont consister à retirer tout ce qui ne sera pas réutilisé, c'est-à-dire les pupitres qui ont été effectivement dégradés, ainsi que la sono, les revêtements muraux, le faux plafond, en tout cas ce qui reste du faux plafond, mais également le plafond d'origine, vous voyez, qui est en latis, qui lui aussi a été pas mal dégradé par les infiltrations d'eau. Cet été, plus de 1200 tonnes de débris ont été évacuées de l'hôtel de ville. L'heure maintenant est à la déconstruction avec l'opération de curage qui va débuter dans les prochains jours. 1600 tonnes de matériaux à retirer. Il y a encore éventuellement de l'humidité qui peut être prise entre des revêtements de sol en plastique et des planchers bois, par exemple. Et donc l'idée, c'est de venir enlever ces revêtements de sol plastique pour permettre au plancher bois de bien sécher, de sorte d'être réutilisable et de pouvoir retravailler sur ces ouvrages dès la phase de reconstruction. Certains resteront. Un travail de conservation va être réalisé notamment dans les salons de l'hôtel de ville. Le grand salon, le salon des mariages où l'on se trouve la galerie d'honneur et l'escalier d'honneur. Donc clairement dans ces pièces, on va enlever un minimum de choses. Par exemple, le plafond qui est au-dessus de notre tête, qui est en latis, qui a été dégradé, humide, etc., sera déposé pour être refait. Mais puisqu'on veut garder les volumétries, on va pratiquement laisser tout en état. Tout en haut de l'édifice, le toit, la charpente, tout a disparu. Une carcasse vide, protégée désormais par ce parapluie mis en place depuis le mois de mai. Il protégera le bâtiment et les travaux des intempéries. L'heure de la reconstruction approche, la nouvelle municipalité planche sur l'avenir de sa mairie. On va chercher à réduire l'ensemble des consommations énergétiques de ce bâtiment, par la LED bien entendu, par l'éclairage LED, mais aussi par l'isolation thermique, par la recherche de lumière naturelle, parce que c'est aussi un bâtiment qui a des murs très très épais. Et puis après on va aller chercher à produire de l'énergie renouvelable, donc avec cette nappe aquifère qu'on a découvert sous l'hôtel de ville qui va permettre de refroidir l'été, mais aussi de chauffer l'hiver. Et puis pourquoi pas aller jusqu'à la production d'énergie renouvelable sur le toit avec par exemple des tuiles solaires. La nappe phréatique, 13 degrés toute l'année et indépendante du lac, a été repérée cet été sous les jardins de l'Europe. Une nouveauté parmi d'autres pour une renaissance de l'hôtel de ville. Le bâtiment, ni classé ni protégé, devrait connaître une nouvelle vie d'ici 3 ans. L'an prochain, le concours d'architectes sera lancé, le choix du lauréat arrêté en juillet. Et enfin, pour terminer ce journal, on vous emmène prendre l'air sur les hauteurs annéciennes. C'est l'heure de notre chronique déconfinée. Comme vous le savez, chaque semaine, nous allons à la rencontre de nos chroniqueurs habituels qui ne peuvent se rendre en plateau. Et cette semaine, on part au château de Menton-Saint-Bernard où Sébastien Germain est allé cueillir quelques conseils de jardinage pour ce mois de novembre auprès de notre spécialiste Hugues Devriès. On regarde. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique avec Hugues Devriès. Hugues, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors, la dernière fois, on était au potager éternel. Dis-nous exactement où est-ce qu'on est aujourd'hui. Alors, on est toujours dans le jardin qui a été dessiné au 19e siècle par René de Menton. Et là, on est dans ce qu'on appelle le carré entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est là où se passent tous les séminaires faits avec les entreprises dans le cadre du potager du château de Menton. Il y a quelque chose qui frappe quand on arrive, c'est ce parfum. On a un parfum de ferment, de vinification. À quoi c'est dû ? Alors oui, tu as du nez. Donc on a paillé, c'est un sujet qu'on avait vu il y a quelques semaines. En fait, toute cette végétation morte est en train de se transformer, donc ça sent un petit peu cette levure en fait, qu'on retrouve dans un champagne ou dans une bière.
et puis encore quelques œillets d'Inde, quelques fleurs. Du coup, il y a un mélange fleuri et mélangé une odeur de levure. C'est vrai que ça donne presque soif. Très agréable. Alors, explique-nous plus en détail donc ces bacs là, ces lignes. De quoi est-ce que c'est constitué? Alors, c'est ce qu'on appelle une planche de culture. Alors, moi ici, je préconise 1,20 m parce que c'est 2 fois la largeur d'un semoir, donc 2 fois 60 cm. Et puis, quand on est accroupi dans ces allées, en tendant la main, on arrive à atteindre le centre. Donc, ça évite de piétiner dans ces planches de culture. Du coup, la terre reste très aérée et vivante, du coup. Donc pour moi c'est la bonne métrique et en fait chaque planche de culture que tu vois là est le résultat d'un séminaire avec une entreprise. Donc on va retrouver chaque fois il y a un petit panneau qui renseigne qui collectivement a laissé une œuvre potagère entre guillemets qui va rester au château et qui est chargée de sens parce que ça porte la vie avec tous les principes de la permaculture qui vont avec. Pour nous donner un ordre d'idée, comment est-ce que ça se passe un séminaire ici au château de Monton-Savernat? En fait, l'idée, c'est de créer collectivement une œuvre qui va rester, une œuvre vivante, un potager, et découvrir tous les principes de la permaculture, et en particulier, et ça je travaille ça avec les RH, que chacun de ces principes finalement puisse être transposé au monde de l'entreprise. Le rapport nuisible-prédateur, ça c'est une évidence qu'on retrouve dans n'importe quel système vivant. Après, il y a tout un tas d'autres principes, les effets de bord, etc., qui sont simples à découvrir dans le cadre d'un potager et qui font énormément de sens dès lors qu'on le transpose à son propre système. Tu as choisi de nous parler aussi d'autres choses. Tu as dans ta main du blé. Alors, on a cultivé au potager il y a un petit mois déjà du blé à jardiner. C'est une variété ancienne qui m'a été offerte ici au château. Et l'idée, c'est qu'on va repiquer ça donc, au mois de novembre, là, en ce moment, afin d'occuper le sol. C'est très important. En fait, dans la nature, on ne va jamais retrouver, sauf quand il y a eu l'intervention de l'homme, la main de l'homme en tout cas, on ne va jamais retrouver un sol nu. Il est toujours soit colonisé par des déchets organiques, soit colonisé par des plantes pionnières. Et là, en fait, on va repiquer des plants de blé qui vont rester dans la terre tout l'hiver et qui vont avoir plusieurs fonctions. La première, c'est par le réseau racinaire, il va occuper le terrain et tenir le terrain, ce qui va éviter l'érosion par les pluies, par les pluies essentiellement. Ensuite, ces racines-là, elles vont faire remonter des nutriments du sous-sol pour les remonter en surface et donc rendre ces nutriments biodisponibles pour les légumes qu'on va planter à la belle saison. Parce qu'effectivement, une fois que le blé aura levé, aura versé, on va récupérer les graines comme je fais ça chaque année, on va couper le blé en laissant son réseau racinaire dans le sol, ce qui va créer plein de porosité. Et ce réseau racinaire va être digéré par les bactéries et les micro-organismes. Et du coup, c'est autant de vie dans le sol et autant de nutriments pour mes légumes. Donc ça a une autre fonction. Cette notion d'auto-immunité, de cercle vertueux, elle est hyper importante. Absolument, oui. On cherche toujours. En fait, les humains, on a une vision aérienne des choses et souvent on néglige ce qui se passe sous nos semelles, le sol. Et pourtant, c'est 70-80% de la plante. Et du coup, il faut travailler au sens noble du terme, ce sol, lui rendre sa partie vivante. Un sol mort, il peut porter des légumes, mais on va être obligé d'amener des engrais, des choses comme ça. Or, le sol peut accueillir, heureusement, si on le travaille bien, des légumes et autosuffire aux besoins de ces légumes. Et du coup, en favorisant ce qu'on appelle les engrais verts, en voilà un, mais il y en a plein d'autres, on va favoriser l'aération du sol et le développement bactérien ou des micro-organismes du sol. On sent cette passion là, qui te traverse. C'est assez magique. En fait, on s'occupe des voies souterraines, on s'occupe de la surface et on s'occupe de l'écosystème en soignant, en favorisant la venue d'oiseaux, d'insectes, etc. C'est un grand tout. Donc dès lors qu'on s'intéresse à ce grand tout, ça devient absolument passionnant parce que tous les jours on apprend. Et tous les jours, par des petits gestes, on va induire une réaction qui va être, on espère, positive sur le système potager. Et puis on voit là-bas, au fond, il y a donc des animaux ? Absolument, il y a une volière qui va être transplantée ailleurs, dans le domaine du château. Mais là encore, c'est des auxiliaires du jardin qui sont intéressants, de par les déjections, puis c'est
c'est des micro-tracteurs, hein, les poules, hein, donc elles viennent gratter le sol, elles viennent désherber. Du coup, on les installe par endroit pour rendre une fonction bénéfique pour le système et pour elles aussi. Et elles vont nourrir le sol par leur déjection et elles vont nettoyer la surface à cultiver en grattant. Donc c'est utiliser intelligemment l'animal pour son bien et pour notre bien. Donc voilà, c'est la synergie. Dernière chose, on a connu une année 2020 très très compliquée, très particulière, que ce soit dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au potager du château de Menton pour 2021 ? Encore plus de moments de partage entre le grand public qui vient au château, les formations, les séminaires qu'on accueille régulièrement dans le cadre du château, ici au Carré Entreprise, mais pas que. Encore plus d'échanges, hein, parce que moi je parlais des interactions entre les éléments d'un potager. Moi je ne vis que par les interactions avec nous autres humains, et voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter au potager. Merci beaucoup Hugues pour Merci, ta Sébastien. collaboration. On se dit à très très bientôt. À très bientôt, merci. Voilà, à bientôt. Et une dernière information avant de se quitter, nous l'avons appris cet après-midi, la Fédération française de ski et le comité d'organisation du Critérium de la première neige ont émis ce vendredi un avis favorable à la tenue de la célèbre compétition, une 65e édition qui se déroulera donc à partir des 5 et 6 décembre pour les épreuves techniques des hommes et les mercredis 16 et dimanche 20 décembre pour les courses des femmes. Le tout, bien entendu, avec un protocole sanitaire strict. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. À suivre votre rendez-vous hebdomadaire en tête-à-tête en compagnie de Victoria Lopez et de l'alpiniste Antoine Chalençon. Lundi, vous retrouverez Sébastien Germain pour le journal à 18h. On vous souhaite une très belle soirée et prenez soin de vous. À très bientôt sur 8 Mont Blanc.